Bonjour, nous sommes samedi à 18 heures, pas 17 heures comme d'habitude, mais à 18 heures pour cette fois-ci. Et nous avons notre rencontre habituelle qui est le webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de recrutement. Nous accueillons aujourd'hui Ibrahim Aboulouda, qui est le responsable de Recruiting, le CEO de Recruiting, et avec qui on discutera recrutement pendant cette séance qui se veut conviviale. J'espère qu'au bout de cette séance, vous aurez appris beaucoup de choses sur le recrutement, vous aurez beaucoup appris sur les opportunités, les perspectives de recrutement. Vous aurez une meilleure vision sur votre carrière, sur les perspectives qui s'offrent à vous. Bonjour Ibrahim, Bonjour, comment tu vas? je vais très bien, merci Alexis, et merci en fait d'avoir organisé cette rencontre aujourd'hui. Et vraiment désolé de mon retard et le manque de gestion de temps de mon côté. L'essentiel, on est là Non, il n'y et a pas de ça me fait souci. très plaisir. Il n'y a pas de souci. Alors, dis-moi Ibrahim, euh, qui est Ibrahim Aboulouda et qui est Recruiting? Oui, en fait, je l'ai juste mentionné qu'il y a Alerte qui essaie de rentrer, mais on dirait que c'est moi qui ai le contrôle. Non, ne t'inquiète pas, je gère tout, je gère l'intendance, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord, super, super. Excellent. Oui, je me présente Ibrahim. Je suis déjà à la base, je suis originaire des îles Comores et j'ai immigré ici depuis 2009 avec la famille, mes parents, mes frères et sœurs. Alors j'ai étudié ici à l'Université Laval, donc voilà, j'ai eu à travailler j'ai étudié en marketing et donc bien sûr j'ai eu à travailler dans, dans, dans le domaine des finances et tout. Qui n'est pas vraiment le domaine lequel où j'ai étudié. Donc, avec le temps, moi, j'ai eu bien sûr à me développer, à développer ma carrière dans la vente, le développement des affaires, etc. Et à un moment donné, ben, j'ai lancé ma propre entreprise en microcrédit, microcrédit qui s'appelle Préaccordé, qu'elle existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc, du coup, Recruiting est venu en fait parce que j'ai eu l'opportunité de voir les deux revers de la médaille en tant qu'employé et employeur. Donc, je me suis dit comment je pourrais en fait joindre l'utile à l'agréable et donner aussi un coup de main à nos compatriotes pour qu'ils puissent venir s'épanouir professionnellement ici au Québec, au Canada bien sûr. Alors voilà, fait du coup on a mis en place Recruiting. Et Recruiting est une plateforme qui est dotée d'une intelligence artificielle. Ce qu'on fait, recruiting, c'est que on va chercher des entreprises, des mondes, en fait, pardon, on va chercher des candidats euh, qui pourront fitter avec les clients, les mandats que nous recevons ici au Québec. Donc, nous sommes spécialisés dans 5 secteurs d'activité, qui est bien sûr la santé. Donc, quand je parle de santé, on parle de infirmière, préposée. Préposée, c'est l'équivalence aide-soignant. Juste une parenthèse, les infirmières, en général, ils viennent ici travailler comme préposés et par la suite, ils suivent une formation. Une fois qu'ils ont tenu leur résidence permanente, ils suivent une formation pour devenir infirmières parce qu'ils sont régis par les ordres professionnels. Donc, en général, ils viennent ici comme préposés, comme aides-soignants. Donc, nous sommes aussi présents dans le domaine de l'agriculture. Donc, beaucoup, c'est vraiment des agriculteurs ou des techniciens agronomes. Pourquoi techniciens agronomes? En général, ici, bah, encore une fois, on revient avec l'histoire des ordres professionnels. Donc, pour être un ingénieur ici, malheureusement, n'est pas reconnu. Il faut qu'ils viennent suivre une formation et qu'ils passent les examens pour entrer dans les ordres, pour être reconnu comme ingénieur. Nous sommes également dans le secteur du transport. Alors, le transport, on parle des chauffeurs de poids lourds et on parle aussi des mécaniciens de poids lourds. Nous sommes aussi dans le secteur manufacturé. Manufacturé, ça englobe beaucoup de profils de postes. Alors, comme par exemple les soudeurs, les journaliers, les gens qui ont travaillé dans les entreprises pour faire du triage, etc. Et pour finir, le domaine de l'informatique. Donc, le domaine de l'informatique,
D'ailleurs, en pensant, l'informatique, c'est le seul corps de métier qui n'est pas régi par un autre professionnel, ce qui veut dire qu'un ingénieur informatique ici est reconnu. L'informatique, on touche vraiment plusieurs volets, plusieurs aspects. On cherche des DevOps, full stack, on cherche des Java, Angular, etc. Donc, comment ça se passe au niveau du recrutement? Alors, tout ce qui est bas salaire, c'est-à-dire les salaires qui sont en dessous de 66 000 dollars, on les appelle les bas salaires, et ceux qui sont au-dessus de 66 000 dollars, 60 000 et plus, euh, c'est des hauts salaires. Alors, ce qui est de bas salaire, comment ça fonctionne? C'est que nous, une fois qu'on a identifié le candidat, euh, bien sûr, on l'identifie, on fait la présélection, on fait les tests d'évaluation de compétences, etc. Une fois on l'a sélectionné, on le présente au client, on organise une rencontre avec le client. Le client fait un une dernière entrevue avec le candidat pour valider. Et une fois que c'est validé, ben, nous déclenchons le processus d'immigration et bien sûr également le processus d'intégration. Alors, beaucoup de questions viennent souvent, comment ça se passe, l'intégration. Alors, l'intégration, comment ça se passe? C'est que de notre côté, déjà, dès le pays d'origine du candidat, on leur donne l'information sur comment fonctionne le Québec, comment ça se passe ici, on donne l'information sur l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise, la philosophie, etc. Et une fois rendu sur place ici, on vient vous chercher à l'aéroport et on vous obtient aussi un logement déjà pour la première année. Donc, vous avez un logement qui est bien sûr qui est couvert par vous-même et quand même vous l'aurez disponible. Et c'est l'entreprise qui prend en charge les 6 premiers mois. Prendre en charge 6 premiers mois ne veut pas dire va le payer, mais il prend une garantie des 6 premiers mois. Et bien sûr, par la suite, vous allez pouvoir le payer vous-même une fois que vous aurez touché vos salaires. Alors voilà. Donc du coup, pour les bas salaires, nous, ce qu'on demande, on demande juste vraiment les compétences de la personne. Et les bas salaires, normalement, ils viennent ici tout seuls. Ils ne peuvent pas venir rentrer avec la famille, à la différence contrairement en fait au salaire. Alors, les bas salaires, tout est pris en charge. Vous n'avez rien à payer. Vous n'avez pas payé de processus d'immigration, vous n'avez pas payé de billets d'avion, on ne vous demande rien du tout de notre côté. Tout est pris en charge par l'entreprise. La seule chose qu'on peut vous demander sur place, c'est par rapport à nos partenaires pour les frais d'ouverture de dossier, que c'est vraiment la discrétion de nos partenaires dans les pays lesquels nous effectuons la campagne de recrutement. Donc, pour les hauts salaires, en fait, normalement, les billets d'avion, ils sont à leur charge. Et également, bien sûr, une partie du processus d'immigration, c'est-à-dire juste les frais, pas les frais d'honoraires. Les frais d'honoraires sont pris en charge par l'entreprise, mais c'est par exemple payer son permis qui vaut, par exemple, le permis l'UMT, on demande environ 1 000 $ de dépenses à effectuer. Cependant, pour les hauts salaires, et les entreprises sont conscientes que certaines personnes qui vivent dans des pays, les moyens sont limités. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des négociations, des ententes avec l'entreprise. L'entreprise avance les fonds, avance le billet d'avion du monsieur, des fois même peut avancer de la famille s'il y a lieu. Si le monsieur veut venir, le candidat ou la candidate veut venir avec son conjoint et ses enfants. Donc, il y a toujours moyen de négocier pour que l'entreprise avance les fonds. Par la suite, bien sûr, c'est déduit sur votre salaire. Voilà. En grosso modo, c'est ça un peu le processus. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bah, je vous en prie. Donc, concrètement, euh, déjà, avant qu'on avance, je rassure ceux qui sont dans notre communauté. Nous étant votre partenaire au Cameroun et au Congo-Brazza, nous ne demandons pas de frais d'ouverture de dossier. Ce n'est pas notre philosophie et ça ne sera pas. Nous avons une vision qui est un peu différente et on pense que si on peut aider pas mal de personnes à obtenir de nouvelles opportunités professionnelles, c'est déjà un gain en soi. Et puis on a un autre modèle d'affaires. Mais concrètement, quand nos deux compagnies se mettent ensemble pour recruter quelqu'un, entre le moment où la personne a été identifiée comme étant un potentiel candidat, c'est-à-dire le moment où le client a dit, ton client a dit, je vais travailler avec cette personne, en supposant par exemple que ce soit un bas salaire, ça peut prendre combien de temps pour arriver,
pour entrer en fonction, pour commencer à travailler de ton estimation et sur les retours d'expérience que tu as? Alors, ça, c'est une très bonne question, Alexis, merci. Ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Je vais prendre un exemple. Les préposés infirmières, c'est très rapide. Ça peut prendre entre 4 à 6 mois. Mais toujours, nous, de notre côté, alors, on dit toujours, on demande toujours à l'entreprise et le candidat de patienter entre 8 et 10 mois pour être sûr de rentrer dans les temps. Donc, mais en général, par expérience, ça peut prendre entre 4 et 10 mois à cause de la pénurie. Il y a aussi, bien sûr, les mécaniciens, les soudeurs, les agriculteurs aussi, c'est rentré dans cette catégorie. Et pour les hauts salaires, c'est surtout les informaticiens. Les informaticiens, d'ailleurs, un programme qui vient d'être sorti, ça fait 3 mois, ça va faire 3 mois bientôt. On est en train de le tester. Donc, on ne le propose pas, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un programme qui fait en sorte que une fois que le dépôt du dossier, le dossier est déposé à l'immigration, on peut obtenir le permis et le visa en 2, 3 semaines. C'est vraiment le programme le plus rapide qu'on ait vu. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu ce résultat-là. Donc ici, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'immigration également. Eux-mêmes, ils sont en pénurie de main-d'œuvre. C'est ça la beauté de l'histoire. Le serpent qui se mord la queue. Mais Exact. dis-moi, prenons un exemple. On sait par exemple que au Cameroun, on a beaucoup de mécaniciens, on a beaucoup de soudeurs, mais beaucoup sont passés par un processus d'apprentissage de plus ou moins le processus le plus ancien qui consiste à aller faire un stage quelque part, avoir un maître de stage ou être apprenti quelque part. Et à la fois, au bout d'un moment, quand ton maître est fatigué de te voir dans les parages, il te libère en te disant que tu peux aller travailler. Donc, on a une grande proportion de personnes qui travaillent dans les secteurs de la mécanique auto et dans les secteurs de la métallurgie, de la tôlerie et consorts, mais qui finalement ne sont pas passés par des processus, on va dire, académiques, mais beaucoup plus par des processus informels, manuels, et puis ils ont peut-être 10 ans, 12 ans d'expérience. Comment ça se passe pour ce genre de personnes? Alors, ça dépend vraiment, vraiment des secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité, ça prend absolument des formations, démontrer qu'on a aussi des compétences. Ce qui est bien au Canada, c'est que ici, le système canadien, les entreprises canadiennes ne regardent pas trop les formations, mais c'est le processus en fait qui exige, l'immigration qui exige quand même que le candidat soit quand même qualifié. Ok. Ici, ce qui est important, c'est l'expérience. Et l'entreprise, bien sûr, il va s'en assurer que vous avez quand même une bonne expérience. Je prends un exemple d'un soudeur. Donc, le soudeur, l'entreprise va demander une vidéo démo du soudeur, montrer comment il travaille, comment il manie les outils, etc. Ici, ils ont quand même des gens, des spécialistes qui sont capables de identifier si vraiment la personne fait semblant ou il manie vraiment le- Carrément. ce- ce- exactement. Alors, il y a ces techniques-là, ces méthodes-là qu'on fait pour faire une évaluation. Sinon, pour l'immigration, c'est une autre manche. L'immigration, quand même, il faut démontrer qu'on a une formation là-dedans. Alors, c'est important, même si vous n'avez pas de formation, vous avez beaucoup d'expérience. Vous pouvez même vous retourner vers une entreprise, laquelle vous avez travaillé pendant longtemps, pour qu'ils puissent vous émettre un certificat disant que vous avez eu une formation à l'interne euh, de X heures et vous avez X heures aussi de, de- en fait, X heures en fait de travail effectué. Ok. Donc ça peut faire l'affaire. Mais c'est très important d'émettre un document. Parce que beaucoup de personnes à distance se disent les processus d'immigration, l'immigration sélective ou le recrutement par les entreprises, ça concerne systématiquement des boulots de type tertiaire, ça concerne systématiquement des gars qui sont dans des bureaux en chemise blanche et puis qui se la coulent douce. Alors qu'en réalité, tu as cité tout à l'heure cinq domaines. Et dans les 5 domaines, il n'y en a qu'un où finalement les gens sont dans un bureau. Parce qu'après, il y a ceux du réseau de la santé, ce sont des manuels. Les agriculteurs, ce sont des manuels.
le mécanicien et tous les autres métiers connexes, c'est toujours des manuels. Et finalement, ça combat un peu l'idée arrêtée selon laquelle il n'y a que les, vraiment, on va dire, les bureaucrates qui sont concernés par ces processus-là. Je te remercie vraiment d'avoir levé le voile sur cette question-là. Mais ça m'amène aussi à me poser une autre question. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que l'embellie ou la pression en termes d'offres d'emploi qui existe, qui est palpable dans toute la région du Québec au Canada, est-ce que c'est quelque chose qui est mis pour durer ou c'est un phénomène ponctuel qui va se résorber dans les 2, 3, 4 prochaines années? Wow. Bien au contraire, en ce moment, c'est encore pire. L'après-pandémie, ça a empiré les choses. En ce moment, c'est la catastrophe ici. Le gouvernement s'en est mêlé. C'est une chose qui n'est jamais arrivée. La première fois de l'histoire du Québec et du Canada, mais surtout, je parlais du Québec parce que mon marché, c'est beaucoup le marché francophone. Le gouvernement québécois s'est levé lui-même, ils ont mis des fonds pour aller chercher 4000 préposés infirmiers à l'international. C'est du jamais vu. Juste pour vous donner je vais vous donner un peu l'heure juste. Il y a un gros problème parce qu'il y a de plus en plus il y a les bébés boomers, donc une population vieillissante, et le taux de mortalité au Canada est plus élevé que le taux de natalité. Donc, ce qui fait que c'est un gros problème. Et bien sûr, vous devez le savoir, le Canada est le deuxième plus gros pays au monde en termes de Superficie? superficie, Ouais. exactement. Donc, et on est seulement 37 millions d'habitants. Donc, ça vous donne une idée. 37 millions, donc le Canada a un besoin fou d'immigration. Bien Ouais. sûr, par contre, c'est vraiment de l'immigration sélective. C'est pas tout le monde qui peut rentrer ici, mais c'est sélectif. Aujourd'hui, au Canada, chaque année, avant, c'était 400 000, on autorisait 400 000 immigrants par an. Ils ont quasiment passé de 400 000 à 600 000. C'est incroyable, en fait. C'est quasiment du 40%, 50% en fait, d'augmentation. Donc, le problème va durer au moins pour minimum les 10-15 prochaines années. Et, OK, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler très fort pour apporter des solutions aux problèmes que subit l'emploi au Québec. Et ces solutions consistent à pensionner la force de travail ou les cerveaux qui sont un peu partout en Afrique. Nous, par exemple, à Nixé, nous nous occupons du Cameroun et du Congo-Brazzaville. Est-ce que, indirectement ou directement même d'ailleurs, nous ne sommes pas en train de faciliter la fuite des cerveaux en Afrique? Quel est ton avis par rapport à ça? Là, c'est une question hautement personnelle et philosophique. Mais est-ce qu'on ne participe pas à cet exode des cerveaux vers le Canada? Alors, alors, bonne question. Je dirais oui et en même temps, je dirais non. Je m'explique. Euh, oui, parce que bien sûr, une main-d'œuvre qualifiée doit toujours rester locale pour pouvoir aider au pays à l'évolution économique du pays, c'est clair. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose en Afrique, c'est que ils priorisent beaucoup les chemises blanches, hein, les gens bureautiques, les gens qui travaillent dans les bureaux, etc. Donc, la main-d'œuvre, laquelle est recherchée au Canada, c'est la main-d'œuvre laquelle elle est délaissée en Afrique. Donc, c'est sûr que le moment où en Afrique, l'Afrique va se réveiller, puis ils vont mettre en place des centres de formation professionnelle, former les gens. Ça commence, oui, de plus en plus. Je l'ai vu récemment au Mali. Il y a un jeune qui a mis en place ce programme-là, d'ailleurs. Je l'en félicite. Euh, mais à ce niveau-là, c'est ça. C'est qu'il y a un besoin ici en Afrique inexploité. Donc, pour l'instant, ça déséquilibre pas les besoins de l'Afrique. Oui, c'est vrai que si on s'en tient strictement aux chiffres, effectivement, le taux d'occupation, d'utilisation de cette main-d'œuvre-là, finalement, est tel que même en les pensionnant, c'est possible que ça ne crée pas un déséquilibre. Même si dans l'absolu, après, on peut se dire, bon, c'est quand même des cerveaux qui sont dans l'absolu. D'une façon ou d'une autre, peut-être qu'ils auraient pu participer à l'activité économique locale.
Mais l'autre façon de voir, c'est de se dire que ces personnes, en participant à l'activité économique d'une autre région du monde, peuvent aussi, en tant que diaspora, avoir un certain impact sur leur pays. C'est une vision. C'est une autre vision aussi de se dire que finalement, on empêche ces pays africains de s'appuyer sur leurs ressources déjà formées et peut-être d'imaginer un nouveau modèle qui exploiterait mieux les forces en présence. Mais bon, Je, je pourrais en nous, à rajouter, et l'ICSE, ça, nous, on pense que les hommes doivent individuellement se réaliser. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait beaucoup d'efforts pour inciter les gens à se former et à faire un certain nombre de choses, parce que les gens doivent individuellement se réaliser. Et s'ils n'arrivent pas à le faire localement, on leur propose des options un peu partout, pas seulement au Canada d'ailleurs, parce qu'on travaille aussi avec des clients qui sont euh, en île Maurice. Bon, c'est techniquement, c'est pas dans le continent, mais ça fait partie du continent. Donc ça, c'est ma vision personnelle parce que je profite aussi de ta réponse pour partager avec notre communauté notre réponse à nous annexer pour éviter les amalgames. Tu bien veux ajouter sûr, quelque chose? moi, je suis originaire des îles Comores, je me compte africain, donc je sais pas les gens qui sont des autres pays, mais nous, en général, les Comoriens, on est africains. Donc, oui, en fait, ce que je voulais rajouter aussi, Alexis, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient ici, il peut venir s'épanouir professionnellement, euh, gagner en compétences, et par la suite, il pourrait revenir dans son pays d'origine, aller partager cette compétence-là avec ses compatriotes, et même, pourquoi pas, ouvrir des centres de formation ou même des entreprises, etc. Donc, c'est une façon de gagner en compétences et aussi de générer une bonne économie pour réaliser quelque chose de palpable dans son pays d'origine. C'est ma vision également. Oui, je pense ça. Je pense que finalement, un peu comme dans la vision mythologique de Ptolémée qui allait prendre le feu chez les dieux pour l'amener chez les hommes. Bien sûr, Exact. ça s'est mal passé pour Ptolémée parce que on l'a accroché sur le mur du Caucase et on l'a condamné à être dévoré par un aigle jusqu'à la fin des temps. Mais pour cela, il sera sûrement une fin un peu moins ubuesque et puis ça pourrait donner des choses intéressantes. Mais ça m'amène à penser à quelque chose. Qu'est-ce qui se passe quand un candidat mentit sur son CV et qu'il arrive au bout du processus et le client s'en est rendu compte sur place? Qu'est-ce qui se passe en général? Comment ça se gère? Peux-tu répondre, s'il te plaît? Le début, j'ai pas entendu. Oui, je demandais Quand? qu'est-ce qui se passe quand un candidat mentit sur son CV. On a fait Ah, la due diligence, on a été floué, il est arrivé sur le terrain, le client s'est rendu compte de quelque chose, a peut-être fait maintenant une nouvelle enquête et on s'est rendu compte qu'il y a des zones d'ombre ou des zones irréconciliables. En général, comment est-ce que ça se gère? alors, euh, c'est sûr qu'on fait tout notre possible avec nos partenaires de faire la diligence, de faire la vérification, s'assurer que le candidat répond aux critères demandés et que le candidat également, bien sûr, possède les compétences requises. Une fois qu'il arrive ici, et bien sûr, on est des humains, ça arrive que on se rende compte que la personne est incompétente. Ce qui se passe, c'est que l'entreprise a l'obligation de prendre un billet d'avion et raccompagner le candidat à l'aéroport pour qu'il puisse retourner chez lui, tout simplement. Donc, ça se fait souvent. Pardon, ça arrive rarement, mais c'est une possibilité. Donc oui, on demande vraiment que les gens fassent très attention à cela. Et ici, c'est pas comme en France, il faut le savoir. Ici, c'est toutes les administrations sont fusionnées, tout fonctionne, euh, En synergie. tout est centralisé exactement. Vivre clandestinement ici, c'est très, très, très difficile, honnêtement, vraiment difficile. Donc, je vous le souhaite pas. Donc, réfléchissez bien. Donc, nous, de toute façon, comme on dit, hein, le Canada, c'est vraiment une immigration sélective. Donc, on veut vraiment des gens honnêtes, des gens qui viennent et puis qui nous représentent parce que ça joue aussi à notre image, nous, comme Recruiting et aussi l'entreprise de Alexis. Ça nuit à notre image par rapport à ça et c'est pas idéal parce que ça peut aussi nuire à d'autres compatriotes qu'on voudrait ramener ici, Ouais. malheureusement. C'est pour ça d'ailleurs que nous mettons, nous, Annixé, nous mettons un vrai accent
l'étape de diligence raisonnable parce que la dernière chose dont on a besoin, c'est un client qui découvre un candidat qui n'est pas à la hauteur et jette le doute sur tout notre processus et même sur notre crédibilité. Le métier qu'on fait est un métier très sensible. Nous pouvons changer la vie des gens, c'est vrai, mais en même temps, si ça se passe mal, nous pouvons complètement cesser d'exister parce que si on se rend compte à un moment donné que telle entreprise fait des recommandations qui ne sont pas de qualité ou des personnes qui ne sont pas de bonne moralité, ça peut s'arrêter assez rapidement. Et la question parce qu'on a beaucoup discuté, on a expliqué par exemple comment est-ce que dans le processus, il y a une part qui était vraiment dévouée à tout ce qui est processus d'immigration. Est-ce qu'aujourd'hui, Recurring se reconnaît comme étant une entreprise de recrutement ou une agence d'immigration? Philosophiquement, comment est-ce que vous percevez? Alors, nous offrons la partie immigration et intégration parce que Recruitlink euh, est propriétaire d'une entreprise qui est spécialisée dans l'immigration. Donc, Recruitlink en tant que tel s'occupe du parti recrutement. Et une fois qu'on passe à l'étape immigration, c'est Immigration, l'entreprise qui s'appelle Immigration, qui appartient à part entière à Recruitlink, qui s'occupe du processus d'immigration. Et Immigration, bien sûr, est constitué d'avocats et de consultants d'immigration. Donc, c'est eux qui prennent le relais. Et par la suite, rendu ici sur place, Recruitlink s'occupe pour l'intégration. Okay, donc c'est un travail en tandem. Exactement, c'est ça. Mais quand on parle en général, bien sûr, on met toujours en avant Recruitlink. Et donc, euh, ce processus, tout à l'heure, tu as parlé du temps qu'il met, tu as parlé de l'importance d'avoir des candidats d'une certaine qualité, tu as parlé de l'importance de garder à l'esprit qu'il y a deux clients. Il y a le client, il y a celui qui va utiliser la ressource, mais il y a aussi l'institution d'immigration qui, les deux n'ont pas les mêmes demandes, donc il faut être conscient qu'on peut satisfaire l'un sans pouvoir satisfaire l'autre. Et donc, pour qu'un processus aille jusqu'à terme, il faut pouvoir satisfaire les deux. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est, nous sommes en 2021, euh, il y a ce besoin, il y a cette pression-là. Est-ce que Recruiting s'est donné des objectifs chiffrés en termes de bassin de talent, en termes de recrutement sur le continent africain? Tu pourrais par exemple parler du Cameroun et du Congo, qui sont les deux endroits où nous travaillons, mais ce n'est pas limitatif, tu peux parler aussi des autres endroits où sur Recruiting travaille là. Je pense que vous travaillez au Mali, vous êtes au Sénégal et aussi dans d'autres pays. Exact. En fait, nous, notre objectif, pour l'année 2022, euh, c'est de ramener au moins 200 à 250 candidats venant de l'Afrique. Euh, Pourquoi? C'est un objectif, c'est le minimum. Pourquoi je dis minimum? Parce qu'on a déjà des contrats, des mandats qui s'élèvent à ce chiffre-là. Okay. Donc, c'est sûr que c'est un objectif qu'on s'était mis, mais on l'a déjà atteint parce qu'on a déjà les mandats. On a déjà atteint en termes de mandats. Là, Ok, maintenant, il y a le il travail faut qui va trouver se les faire personnes. sur place. Exact, ça, c'est notre manche. Euh, donc, voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on prévoit pour 2022. Mais bien sûr, on a toujours l'équipe qui sont sur le terrain pour aller chercher, plus d'entreprises. Euh, Pourquoi on va pas trop, on n'essaie pas de chercher de plus en plus de mandats parce qu'au Québec, ici, il y a comme je l'ai mentionné, une grosse pénurie de main-d'œuvre. On fait très attention parce que déjà en ressources, il faut qu'on soit encore plus structuré, on ait des partenaires sur place qui nous supportent parce que c'est important au niveau Ouais. des références, le processus, etc. Nous, on essaie d'offrir un service de qualité. Donc, on prend notre temps et pour être sûr d'offrir des candidats qui répondent vraiment aux besoins de nos clients. Alors, voilà. Donc, c'est 250 minimum, mais
on aimerait aller doubler, aller jusqu'à au moins 500. C'est vraiment un objectif assez très élevé là, parce que c'est pas évident de ramener 500 personnes d'une chose avec la structure que nous possédons. Mais c'est ce que nous prévoyons, ramener 500 personnes de l'Afrique. Là où nous sommes présents à Madagascar, nous sommes présents à l'île Maurice, nous sommes présents au Congo et au Cameroun à travers vous, éventuellement, c'est ce qu'on prévoit. Et nous sommes présents aussi en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, la Côte d'Ivoire, nous travaillons avec 2IAE, qui est une entreprise, qui est la plus grosse université entrepreneuriale de la Côte d'Ivoire. Donc, nous travaillons côte à côte avec eux. Donc, voilà. Et du coup, moi, par pays, je cible selon des, euh, les forces des pays. Donc, comme par exemple, je vais parler de Madagascar et l'île Maurice. Ils sont beaucoup réputés en termes de Qualité informatique. Il y de a beaucoup main de d'œuvre. Ouais. Exactement, les informaticiens là-bas et aussi tout ce qui est manufacturé, il y a beaucoup, sont très réputés à ce niveau-là. Au Cameroun, vous pourrez m'en dire autant, mais selon mes connaissances, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont très bons en informatique aussi. Donc, je vise beaucoup l'informatique en Cameroun et aussi, bien sûr, euh, le domaine De la le santé. domaine de la santé exactement, les préposés et tout. Donc, voilà. Et du coup, moi, je vais vraiment par cible. Et que c'est un peu comme ça que nous fonctionnons. Ok. Et donc, ce que les gens doivent garder à l'esprit, c'est que une cible de 500 personnes par an, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau parce que les besoins seulement de la région du Québec sont estimés à 120 000. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand un gouvernement fait une estimation à 120 000, ça veut dire que dans la réalité, il faut à peu près doubler ce chiffre-là. Concrètement, ça veut dire que même à 500 personnes par an, ça serait une toute petite aide, mais ça permettrait déjà de paver le chemin et puis de mettre en place ce pipeline-là qui permettrait à nos communautés, à nos talents, de s'exporter efficacement. J'en profite pour rappeler à notre communauté que notre rôle dans ce processus, c'est d'identifier les bons talents, c'est d'aider ceux qui sont quasiment au bon niveau de compléter la dernière marche, de devenir des bons talents. C'est pour ça on offre des formations, on fait beaucoup d'incitations à la formation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la quasi-totalité de nos processus sont gratuits. L'objectif pour nous étant ailleurs et nous avons notre modèle d'affaires. Euh, donc, Ibrahim, quand vous faites ce processus-là, vous prenez des mandats, comment est-ce que techniquement, les talents on a beaucoup de talents aujourd'hui qui sont en train de commencer leur carrière, comment est-ce que techniquement nos talents peuvent savoir ce qu'il faut faire pour s'arrimer aux besoins aux besoins de tes clients, par exemple? Quelle est leur façon de... Est-ce que vous publiez des digests? Est-ce que vous publiez des manuels? Comment est-ce que nos talents peuvent faire pour savoir à tout moment ce qu'ils doivent compléter, s'ils doivent faire de la post-formation pour être compétitifs sur le marché et être utile à vos clients? Alors, bien sûr, nous faisons l'affiche sur notre site Recruitlink, donc que éventuellement on pourrait partager. Et toutes les descriptifs de poste, vous allez trouver les prérequis, tout est expliqué. Euh, Tout est identifié sur le descriptif de poste. Donc, sinon, s'il y a des questions supplémentaires, ben, n'hésitez pas directement à nous écrire. Vous pouvez chatter avec nous. Il y a des gens qui sont là pour répondre à vos questions. On donne toujours une plage de 24 à 48 heures pour vous revenir, mais soyez sûr, on va vous répondre. Mais c'est ça. Sinon, c'est vraiment suivre les descriptifs de poste. Les choses sont mentionnées là-dessus en général. Les points sont mentionnés. J'en profite pour dire à notre communauté aussi que nous avons fourni un gros effort cette année en 2021 pour ouvrir des plateformes pour que les gens puissent communiquer facilement. On a une communauté sur Telegram qui est très active et très réactive. Donc, les gens peuvent poser des questions à tout moment, revenir sur des problèmes, euh, vraiment se faire aider à tout moment, à toute heure de la journée. Nous avons aussi un standard courriel, une adresse à laquelle vous pouvez écrire. Nous avons aussi un numéro de téléphone
qui est disponible sur WhatsApp. Vous pourrez, on le mettra dans la description de la vidéo. Donc, on a mis en place tout cet arsenal pour que les talents soient capables à tout moment de nous contacter, d'exprimer leurs desiderata, de se faire aider, que ce soit dans le processus de recrutement, que ce soit quand ils ont des questions de carrière. Nous avons aussi des conseillers qui sont là pour vous aider. Si vous avez des questions sur votre profil de carrière, sur ce que vous pouvez faire, et si vous avez des questions sur les contenus qu'on partage. Donc, j'en profite parce que Ibrahim est là et qu'il a ouvert la boîte de Pandore pour dire que cette proximité-là, on la développe parce qu'on a l'espoir, on est convaincu que les talents, quand ils expriment leurs besoins et quand on arrive à échanger, on peut les aider, on peut les aiguillonner sur ce qui va être intéressant pour eux, on peut leur donner notre point de vue qui s'appuie sur une expérience et sur le fait que finalement, on essaie quand même de satisfaire un certain nombre de clients qui ont une idée très précise de leurs besoins. Donc, je te remercie de ta réponse qui nous permet aussi d'enrichir le discours et de rappeler ça à nos talents. Si tu me Euh, permets, Alexis, oui, s'il te plaît. j'aimerais évoquer 2 points. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur nos objectifs rapidement. C'est que là, en ce moment, on est très prudent par rapport à nos objectifs, tout simplement parce que nous possédons pas une base de données qui est déjà préqualifiée, disponible pour le présenter à nos candidats. Donc, on fait très attention par expérience. Cette année, on a eu à recruter 150 personnes. Donc, c'était vraiment pas évident parce que pour pouvoir recruter 150 personnes, on passe au moins minimum, au moins 300 à 400 entrevues. Donc, ce qui est que c'est vraiment du boulot. Donc, si on prévoit un objectif de 500 candidats à recruter, donc c'est sûr que c'est minimum 1000 candidats et plus qu'on doit interviewer, qualifier, etc. Donc, aujourd'hui, pourquoi on a développé cette plateforme-là, c'est pouvoir nous faciliter. Donc, sur la plateforme, on peut créer son profil professionnel, rentrer ses informations, en train de développer un outil qui permet aussi même aux candidats de faire déjà des pré-entrevues, c'est-à-dire se filmer et répondre à 8 questions par question, 3 questions par 3 minutes par question. Donc, ça nous permet, nous, au niveau du filtrage, d'aller plus vite. Et une fois que le candidat, on passe à l'étape de le contacter, c'est qu'il a passé au moins 50% du processus. Donc, c'est vraiment vers là nous voulons évoluer. Et si, bien sûr, nous atteignons ces objectifs-là, ben, nous pourrons même doubler, tripler nos objectifs de recrutement annuel. Parce que la demande, c'est pas ça qui manque. Honnêtement, tu as des chiffres 120 000 juste, 125 000 juste pour la province de Québec, juste pour la province de Québec. Donc, ce qui fait qu'il y a une demande énorme. Aujourd'hui, si on est capable de démontrer que nous avons une base de données qui est déjà préqualifiée et disponible, ça va aller très vite et nous pourrons donner la chance à beaucoup de candidats. Le deuxième point, en fait, on l'a pas énuméré ici, mais nous, euh, on est en partenariat avec des établissements institutions de formation en fait académique, comme par exemple le Cégep Limoilou, Cégep le TK. Les Cégep rapidement, c'est des centres de formation, c'est comme l'équivalence des BTS. Donc, tu corrigeras, Alexis, je me trompe, Oui, oui, hein, c'est mais c'est un ça. C'est à peu peu près ça, oui. exact. Exact. Donc, nous faisons la promotion aussi de ces établissements-là et de UQAM, et l'université de UQAM. Mais je vais expliquer notre partenariat avec UQAM tout à l'heure par la suite. Mais les cégep Limoilou et TK, c'est que bien sûr on fait la promotion pour des programmes qui sont destinés aux étudiants étrangers. Ce qui est vraiment intéressant pour ces formations-là, c'est que oui, bien sûr, ça coûte, c'est un investissement, mais c'est un investissement garanti. C'est-à-dire, c'est que il y a des formations qui requièrent des investissements entre 20 et 30 000 dollars pour tout le programme, bien sûr. Si ça dure un an jusqu'à 3 ans, dépendamment, parce qu'il y a des DEP, des DEC, des formations professionnelles et des DEP et DEC, c'est ça. Donc, ce qui est bien avec ces formations-là, déjà, ça vous permet de rentrer rapidement ici au Québec pour suivre une formation que vous allez
que vous allez identifier selon vos compétences, votre champ de compétences. Et une fois que vous êtes rentré ici, bah, vous avez une garantie de placement. Donc, ce qui est bien aussi avec ces programmes-là, c'est des programmes qui sont alternés. C'est-à-dire que l'étude-travail, donc vous pouvez étudier et vous avez des heures de travail qui est bien sûr garantie par les cégep. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des programmes qui sont mis en place et supportés par des entreprises privées. Donc, ce qui fait que ces entreprises-là, bien sûr, ils s'attendent qu'une fois que vous avez commencé la formation, pouvoir déjà travailler dans leur entreprise. Donc, ce qui fait que ça couvre une partie de votre investissement. Donc, voilà. Fait, du coup, je voulais vous évoquer cette proportion-là. Et pour UCAM, notre partenaire avec UCAM, c'est pas vraiment de promouvoir les programmes des étudiants internationaux. C'est surtout, en fait, on est partenaire avec UCAM, le département d'innovation et de technologie. Euh, en fait, notre partenaire avec eux, c'est de pouvoir leur référer des étudiants pour faire des stages dans un programme qui s'appelle MITAC. Alors, ce programme-là, c'est quoi? C'est que nous, on réfère les étudiants. Ce programme-là, il faut absolument que l'étudiant soit fusionné euh, avec un professeur et aussi une entreprise. Donc, ce qui est bien, c'est que ils vous prennent comme pour des stages, et c'est des stages qui sont rémunérés. Et même tout est pris en charge, même le billet d'avion, déplacement, tout, vous n'avez pas de frais à payer. Au contraire, c'est eux qui payent le tout. Vous venez et ils vous prennent, ils vous fusionnent dans une entreprise, mais beaucoup plus, on travaille plus avec eux, on parle des informaticiens. D'ailleurs, je suis désolé, j'ai oublié de mentionner, c'est vraiment plus des informaticiens. Donc, il vous prend et bien sûr, il fonctionne dans une entreprise et vous êtes payé un salaire les salaires varient entre 70 et 100 000 un employé. Et tout simplement, ce qui est bien, c'est que la- l'avantage de ce programme-là, c'est de vous permettre de gagner en compétences. Pourquoi? Parce qu'ils prennent juste les jeunes fraîchement diplômés. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau bachelier, c'est quelqu'un qui vient de terminer sa licence, qui a une licence en informatique, qui, bien sûr, il prend des moyennes. Ici, c'est minimum 70%. 70% parce que la moyenne ici, 60% déjà en pensant. Donc, ceux qui ont des notes de 70% et plus, c'est déjà un des critères pour être retenu. Il faut au moins, ça fait moins de 2 ans qu'on est diplômé. Donc, il faut absolument avoir son diplôme, sa licence ou sa maîtrise, une maîtrise. Donc, voilà. Et du coup, en grosso modo, s'il y a des étudiants qui aimeraient ça expérimenter ce programme, ben, nous, on est très ouverts. Vous pouvez en parler à Alexis et on Et pourrait on se mettra le rencontrer. lien, on mettra le Exact. lien dans la description. Et en plus, on parlera de ça beaucoup plus en longueur dans la semaine qui arrive. Super. Merci d'avoir soulevé ça. Maintenant que nous sommes arrivés plus ou moins au terme de la première phase de la discussion, je vais te laisser souffler 2 secondes, le temps de prendre des questions. C'est aussi le moment où on va arrêter notre enregistrement et puis donner rendez-vous à ceux qui écoutent ça sur YouTube dans 2 semaines pour un autre webinaire avec une autre personnalité. Merci beaucoup Ibrahim. Juste avant la phase de questions, et est-ce que tu as un mot pour la fin de cette étape-ci, pour notre communauté qui est sur YouTube? Alors, oui, bien sûr. Bah, merci à toi, Alexis, de m'avoir invité, m'avoir permis d'échanger avec la communauté. Euh, ce que je peux dire à tout le monde ici, c'est que n'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à vous inscrire, à envoyer vos CV. Il n'y a pas ici, il n'y a pas de sous-métier ou des gens où il n'y a pas, comment je pourrais expliquer ça? Il ne faut pas se sous-estimer. Donc, tentez votre chance et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alexis est là. Nous aussi, nous avons notre équipe ici présente. C'est juste à nous écrire et on fera le nécessaire pour vous accompagner dans dans cette belle aventure. Merci beaucoup, Ibrahim. Bonne fin de semaine.